Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo. Juste avant qu'on commence, pour ceux qui souhaitent éventuellement, me soutenir, premièrement, n'hésitez pas à vous abonner, on active la petite cloche, ça m'aide énormément. Un petit avis, un petit commentaire, on partage. N'oubliez pas qu'on a la partie également YouTube Premium pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Je crois que c'est 3 € où on rentre davantage dans le détail et puis vraiment si vous avez des demandes particulières, je réponds avec plaisir. La vidéo numéro 4 sur l'analyse comparative des REITs en retail. J'ai sélectionné selon moi les 4 meilleurs REITs, qui sont évidemment la plus connue, Realty Income, hein, je veux pas de schéma. On a ADC, qui est une très belle entreprise, on a EPRT et on a Nitrate. À titre indicatif, je possède celle-ci, la première et la dernière. Les deux pour moi sont ultra qualitatifs, mais sont un petit peu trop chers. On est donc sur la 5e vidéo et aujourd'hui, on va rentrer dans le détail. Premier point, ça va être la vue d'ensemble sur le marché des net lease. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui donc le monde du retail? Je pense que tout le monde en a aperçu. Dans le monde du retail, il y a évidemment plusieurs classes actives. Est-ce qu'on est sur les centres commerciaux, type à la française Unibail ou SPG, à Simon Property? Ou est-ce qu'on est plutôt sur du net lease, sur du triple net, avec entre guillemets moins de charges vis-à-vis des preneurs? Parce que il ne faut pas oublier que dans les centres commerciaux, des fois, bien même, souvent, mais un peu quand même, on a des charges qui peuvent être tout simplement plus importantes que le loyer. Donc dans l'ensemble, c'est un secteur avec des baux long terme. On a entre 10 à 20 ans, encore une fois, avec des clauses d'indexation liées au CPI. Ça va dépendre, encore une fois, de la foncière, mais généralement, on est quand même sur des baux plutôt importants. C'est le cas, par exemple, de PRT, et on a vu autrement, on est sur des échéances moyennes 10 ans, mais ça peut jusqu'à 20 ans. On est sur du triple net, c'est-à-dire les frais d'exploitation, l'assurance, toutes les taxes, c'est à la charge aujourd'hui du preneur, du locataire en question. Niveau risque-rendement, on a un cash flow qui est prévisible. Pourquoi? Parce qu'on est souvent sur des baux fermes de long terme et qui sont indexés aujourd'hui, notamment l'inflation. Et on est souvent avec des rendements attractifs entre 5 à 8 historiquement. Alors, généralement, sur les foncières qui délivrent un rendement qui est important, c'est souvent, entre guillemets, les aristocrates du dividende, c'est souvent des net lease, parce que, comme on l'a mentionné, hein, c'est du triple net, ça c'est un excellent point. On est quand même assez diversifié, hein, dans l'ensemble. Donc on va voir en général entre 3 à 5, voire 6, hein, de rendement, plus une petite appréciation chaque année. On est aux alentours entre 8 à 10 je vais vous dire, en total return chaque année. Je dis bien en général. Le secteur, on est principalement donc sur du commerce, on a un peu de santé, un peu d'industrie, ça dépend, et éventuellement donc du bureau spécialisé, donc là sur du net lease. En général, on est surtout sur du commerce. Le secteur représente plus de 80 milliards de capitalisation boursière largement, avec une fragmentation importante entre d'une part la croissance, par la consolidation. Donc les tendances récentes, les multiples d'AFFO par année ont été très chers, évidemment, la partie Covid-19. Puis après, on a corrigé et là, on est en train gentiment de repartir. Par exemple, c'est le cas de Nitrate. À ce jour où je tourne la vidéo, on est quand même sur des plus hauts historiques pour PRT et ADC. Realty Income, c'est plutôt stable, c'est une grosse boîte, un gros paquebot en fond de portefeuille. L'impact des taux, évidemment que l'impact des taux est considérable pour ces foncières. Je rappelle, elles s'endettent aujourd'hui pour développer leur parc immobilier. On a une compression des multiples entre 18 fois justement pour les plus qualitatives et entre guillemets entre 10 à 12 fois, voire peut-être 14-15 pour les foncières plutôt de fonds portefeuille. C'est le cas par exemple de Realty Income. Post-Covid, on a quand même une résilience avec la plupart des recouvrements de loyers supérieurs à 98%, ce qui montre encore une fois la solidité du business model. Alors oui, on peut avoir aujourd'hui un cours de bourse qui est affecté, très bien, mais que disent les fondamentaux? Encore une fois, ça fait partie du jeu, hein, la bourse, il y a de fortes corrections. En revanche, toujours se référer aux fondamentaux. C'est plutôt bon signe quand ça corrige fortement et que les fondamentaux ne sont pas impactés, on a des points d'entrée qui sont intéressants. C'est, entre guillemets, une des seules classes actives qui permet aujourd'hui, pour un investisseur qui lit à minima les documents et se renseigne, rentrer sur des, produits, entre guillemets, sur des actifs qui sont sous-évalués. C'est pas le cas généralement des SCPI. SCPI, c'est encadré entre 10 à plus 10. Donc on achète quelque chose qui est déjà sur du rendement, mais qui est pas forcément sous-valorisé. Concernant, le positionnement de ces 4 acteurs, évidemment, on est sur un leader. Alticom, tout le monde connaît, aristocrate du dividende, plus de 25 ans, en croissance. Mais on arrive sur un gros paquebot, maintenant c'est compliqué de livrer la croissance, sauf si on fait la croissance externe. ADC, excellente boîte, retail haut de gamme. On a vu sur les anciennes vidéos, voilà, c'est vraiment, une foncière de qualité. EPRT, je vais me dire la qualité est, on va dire, un petit peu moins présente que ADC. Ceci étant, c'est une très jolie boîte. Par contre, on a une sacrée croissance, hein. C'est celle qui se développe le plus vite.
Et Netrate, la petite dernière, une petite boîte plutôt défensive et value. Alors, on va faire une petite analyse détaillée, foncière, pas foncière. Alors, j'espère que la vidéo va pas durer non plus trop longtemps, hein. Je vais essayer de vous donner en tout cas le maximum d'informations. Encore une fois, on recoupe certaines infos avec les anciennes vidéos, mais le but c'est que voilà, on en mange, on répète, on répète, on répète. Ça fait partie du jeu, je viens de vous dire, quand on fait des vidéos. Donc concernant Realty.com, c'est The Main Development Company, c'est-à-dire aujourd'hui, on est sur une foncière donc mondiale, hein, du net lease, sur du retail, hein, majoritairement, et qui verse un dividende croissant, sans interruption, tous les mois. Donc ça, c'est quand même un point non négligeable. Alors c'est pas la seule qui délivre un rendement mensuel, mais bon, pour les personnes qui souhaitent entre guillemets vivre, hein, d'une rente, Realty.com peut tout à fait leur convenir. Alors les forces, premièrement, c'est un leader mondial incontesté, hein, en termes d'échelle, en termes de portefeuille, c'est ultra diversifié. On est investi quasiment partout, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, hein. 30 ans de track record, un dividende exceptionnel, en hausse constante, depuis, je vous dis, 3 décennies, ce qui est quand même considérable. Il y a très peu de foncières qui ont ce track record. Qualité locative premium, on a vu un petit peu moins que d'autres, composé majoritairement de locataires de premier rang, mais bon, on n'est pas sur du investment grade comme on a vu au préalable sur les anciennes vidéos. N'hésitez pas à aller la voir, je crois que c'était la deuxième. Concernant le coût du capital compétitif, on est quand même aujourd'hui classé sur du A. Alors bon, c'est à prendre en compte encore une fois, notamment pour des conditions de financement. On a des taux qui sont moins importants que les concurrents, parce qu'on est classé A, notamment via Moody's, me semble-t-il. Concernant les faiblesses, eh oui, on a une tapis tellement importante qu'on a une croissance qui est un peu légère concernant la croissance des AFFO. Alors, ce qu'il faut en prendre comme d'habitude, c'est les AFFO par share. Je vous renvoie rapidement sur All Rates. Encore une fois, pour ceux qui veulent un petit abonnement pas trop cher sur les foncières cotées, je vous invite à cliquer dans la description. Donc, comme on a dit, on a quand même des dividendes qui sont croissants quasiment depuis plus de 30 ans, ce qui est quand même considérable. Tout ce qui est FFO, voilà, on a une croissance qui est un petit peu modérée, je viens de vous dire, sur les dernières années. Voilà, c'est un point à prendre en compte. Le reste, tout est bon. De toute façon, on va rentrer dans les détails sur chaque vidéo, vous inquiétez pas sur ce point-là. Et concernant voilà, la croissance FFO par share, voilà, ça dépend, on prend du 2, 5, et d'après les prévisions, on sera entre 2 et 3%. Donc on ne paye cet actif, hein, Rating.com, pas si cher que ça, parce qu'on a une croissance qui est potentiellement faible, voilà, contrairement à d'autres. À ce jour, on est plutôt sous-valorisé. Si on compare depuis 2007-2008, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est se paye normalement 17 fois. À ce jour, on paye à peu près 14 fois le titre. Voilà. On est quand même sensible au taux d'intérêt, on a un rendement de 5 à 6, hein, subissant la comparaison aux obligations lors de la hausse des taux, ça c'est un point important. Lorsqu'on va voir aujourd'hui des obligations, hein, qui ont un taux plus important, voire similaire à du Realty Income par exemple, quel est l'intérêt d'investir sur Realty Income sachant qu'on a un risque qui est plus important? Voilà. L'OAT a priori c'est l'investissement le plus sûr. Donc on a un produit qui est considéré comme le plus sûr avec aujourd'hui un coupon à échéance qui va nous rapporter du 5-6 face à un produit, une REITs, qui est endetté, qui est volatile et qui délivre le même rendement. Alors évidemment, après, on a l'appréciation du cours de bourse qui rentre en jeu, hein, mais d'un point de vue purement rendement-risque, il faut faire attention sur ce point-là. Concernant les valorisations, multiple FFO d'environ x12, reflétant des craintes macroéconomiques. Généralement, les foncières ne sont pas forcément survalorisées. C'est parce qu'on s'en. Soit parce que, un, le marché ne le price pas pour diverses raisons. Ça peut être intéressant de se positionner sur certains dossiers, comme par exemple Alexandria, mais ça peut laisser supposer des craintes économiques concernant le business model de l'entreprise. Et hausse du dividende limité, on a une augmentation seulement de 2 à 3% par an, avec un taux de distribution qui est élevé. Alors, 2-3%, c'est quand même pas si mal que ça aujourd'hui, hein, ça suit l'inflation. Par contre, ce que ne font pas forcément aujourd'hui les CPI, hein, par exemple, on a généralement c'est 6% et ça augmente quasiment pas chaque année, ça c'est quand même un point important. Et concernant le Plate Ratio, on est à 76,5, ce qui est quand même plutôt, c'est quand même pas mal, mais pour le secteur, on a 72, donc légèrement au-dessus. Attention, hein, voilà, lorsqu'on dépasse pour moi les 85, ça commence à être limite. AFFO, on a fait le rendement qui est quand même pas mal, 5,6. Multiple, on paye pas si cher que ça. Voilà, moyenne historique, c'est environ 17 fois, je viens de vous dire. Dette EBITDA, c'est très bien. Taux de distribution, 78%, stable depuis 5 ans. On l'a vu sur le rate. Je préférais quand même mentionner les sources. Et on est, credit rating d'après Standard & Poor's, on est sur du A. Donc perspective stable. Donc pour moi, un petit verdict, hein, sur ce
sur cette foncière cotée, un pilier défensif pour le revenu. On est principalement pour le rendement si on investit sur cette foncière, cotée, davantage que, à terme la valorisation, du cours de bourse, offrant une stabilité de par sa taille, mais également un profil de rendement plus que croissant, ce que je viens tout simplement de vous annoncer. Attractif pour les investisseurs cherchant le revenu entre guillemets «sûr». Alors rien n'est sûr, hein, mais sur ce genre de foncière avec un track record depuis 30 ans, voilà, on a quand même plus de chances d'avoir du rendement, de manière mensuelle que cette foncière coupe, le dividende. Moins pour ceux qui sont en quête d'appréciation rapide. Encore une fois, c'est bien diversifié dans son portefeuille d'avoir des foncières plutôt de rendement. Lorsque les temps sont durs, c'est bien, on prend quasiment 6 de rendement, et avoir quelques foncières qui sont plutôt là pour la croissance. On a des activités, enfin, on a des secteurs où les foncières sont plutôt axées sur la croissance. Par exemple, je pense plus aux data centers, par exemple. Et le dividende par action, évidemment, qui est croissant au cours du temps. Maintenant, on va passer sur ADC, Agri Realty. Donc, les forces. Un portefeuille haut de gamme. Ça, pour moi, c'est très important de connaître ce genre de portefeuille. Je le répète, on a fait quand même pas mal de vidéos sur ce point-là, mais on a 68% de locataires Invest Grade. C'est juste le top. Top 10 hein, des locataires, des preneurs, ça représente moins de 16% du NOI de la foncière. Donc, on est quand même très bien diversifié. On a un bilan qui est très solide, parmi les meilleures foncières en retail. Dette, entre guillemets, on est inférieur à 3 fois 3,7, donc l'EBITDA. On a une liquidité qui est importante, avec potentiellement des acquisitions opportunistes à voir à l'avenir. Double moteur de croissance, acquisition et développement, ce qui est rare dans le secteur. On a un management qui est plutôt agile et qui est réputé. Croissance des FFO, notamment par nombre d'actions en circulation, c'est magnifique. Vous allez voir ça juste après sur le rate, c'est fantastique, quasiment de 4%. Bon, les dernières années, ça s'est un petit peu atténué, mais très très belle croissance. Dividende mensuel qui est bien couvert, encore une fois, avec une croissance constante, parce que souvent c'est un excès au CPI. Les faiblesses, évidemment, la qualité, ça se paye. Donc on paye ça cher, on paye ça 17 fois le price FFO. Une prime par rapport aux autres secteurs. Pourquoi? Parce que c'est qualitatif, donc on paye un petit peu plus cher. Le rendement c'est modéré parce qu'on est sur des cours de bourse au plus haut et donc évidemment, lorsqu'on est au plus haut, les rendements, le rendement en tout cas par action, évidemment est plus faible. Donc on est, entre guillemets «seulement», ce qui est déjà pas mal à 4,5. Et on a un WALT qui est un peu plus court. Alors, il y en a qui aiment pas, moi je trouve ça bien d'avoir un WALT un peu plus court. Pourquoi? Lorsqu'on va renouveler la réversion, généralement cette foncière va augmenter donc le loyer, à l'échéance du bail. Indicateur clé, donc les ratios clés dette EBITDA, on est très bien. Multiple FFO, on est quand même très cher comme on a vu. Realty Income, ça se paye quasiment un petit 13-14 et on se paye quasiment 17 fois. Rendement de dividende qui est un petit peu inférieur, mais on a une croissance qui est plus importante. Composition du portefeuille, tout ce qui est retail essentiel, on arrive quasiment à 70%. On a de la pharmacie, moi j'aime bien ce genre de structure. Commerce, grande distribution aussi, voilà, c'est quand même très bien diversifié. Un des meilleurs profils risque, on va dire rewards, au niveau des fondamentaux. On va combiner d'une part la qualité, mais aussi la croissance. Pour un investisseur notamment bottom-up, c'est-à-dire on se concentre sur les fondamentaux. À horizon long terme, c'est pour moi une des plus belles foncières retail. De toute façon, à la fin hein, de quasiment de ces 7 vidéos, je vous donnerai mon avis sur quelle est la foncière pour moi en retail parmi ces 4 et la plus intéressante et la plus, entre guillemets, «jolie» à avoir au sein de son portefeuille. Deuxièmement, on a quand même une très grande visibilité et avec une exécution qui est exemplaire, justifiant aujourd'hui sa prime. Son principal risque réside dans sa valorisation. Ça, c'est un point important, parce que souvent, les personnes oublient, c'est la valorisation. Aujourd'hui, tout le monde a les mêmes boîtes au sein de son portefeuille, tout le monde a un ETF SP500, a du Visa, du Mastercard, très bien. Mais regardez la valorisation, à combien vous l'achetez. Mais évidemment, la qualité a un prix. Alors, comme mentionné, ADC, pareil, on est sur du 100% d'après le rate. On descend, donc on paye ça quand même assez cher. On est passé, donc avant, on était en quarter hein, au niveau dividende, et puis là, depuis 2021, on est passé à monthly, donc ce qui est un très bon point, un petit peu comme Realty Income. Put ratio, on est légèrement inférieur, mais on est quand même à 74 fois. On a quand même une croissance du dividende qu'en général, entre 3 et 4, voire 2, ce qui est quand même pas si mal que ça. Voilà, ce que j'aime regarder, c'est ça, les FFO par share. C'est croissant, c'est constant. On voit très peu de baisse. Voilà, je trouve ça juste super. Debt to assets, on est très bien. Occupancy, le portefeuille se développe. Le locataire le plus important, il représente que 6% du NOI et on est sur Walmart. Bon, c'est un petit peu le top. Et concernant la valorisation, on est quand même assez cher. On a 17 fois. Normalement, c'est une foncière qui se paye aux alentours de 15 fois. Voilà.
Donc faut rester plutôt patient. Je ne l'ai pas en sein de mon portefeuille pour cette raison, car, je la trouve quand même un peu chère, même si la croissance est au rendez-vous et on aurait potentiellement une croissance entre 4 et 5 sur les prochaines années. On enchaîne, passons maintenant à, EPRT. Premier point qui est important à connaître sur cette foncière, c'est, niche à forte valeur ajoutée. On a une spécialisation dans le segment, middle market, dans des, cap rate plutôt élevés, hein, avec 8 et qu'on va transformer en fait en croissance avec du sale leaseback. On a une croissance supérieure aux autres foncières, évidemment, qui est très rapide, quasiment plus 8 en 2025, ce qui est quand même considérable et ce qui est nettement au-dessus de la moyenne des autres, hein, qui sont, on va dire, un petit peu, bons pères de famille. Concernant la structure, on est quand même très peu endetté, on a une liquidité qui est importante, 1,5 milliard de dollars pour saisir notamment les opportunités d'investissement. Visibilité qui est juste exceptionnelle. On a un WALT, encore une fois, c'est la durée, du bail en question, 14 ans, hein, de bail ferme, donc la plus élevée du secteur. Donc je peux vous dire qu'on a le temps de voir les choses. Un taux de distribution qui est plutôt modéré, hein, à hauteur de 60 c'est le payout ratio, ce qui offre un matelas de sécurité confortable et un potentiel, de hausse du dividende à long terme. Même si bon, je préfère que gentiment cette foncière continue de se développer que de nous balancer gentiment un dividende. Après évidemment qu'on a le statut, des REITs à respecter. Cap rate, on est quasiment à 8 ce qui est quand même élevé, hein. Normalement la moyenne c'est 6,4. Debt to EBITDA, on est très bon, 3,2, c'est une des plus faibles. Multiple, pareil, ça se paye cher, hein. C'est comme, ADC qu'on a vu juste avant, ça se paye cher. Pourquoi ça se paye cher? Parce qu'on a la croissance et en fait, il y a toujours une corrélation entre la croissance et la valorisation. Parce que c le cours de bourse, qu'est-ce qu'il va suivre? Il va suivre la croissance, notamment, les revenus par nombre d'actions en circulation et si on veut être précis, le cours de bourse va suivre la FFO par share. Liquidité excellente. Alors les risques, pour moi, le risque sur cette foncière, c'est les locataires de petite taille et c'est pas l'invest grade, hein. On n'est pas sur des locataires de qualité comme ADC. Mais d'un côté, avec ces locataires de moins bonne qualité, bon, on peut taper davantage sur la croissance. Et on est sur des locataires, bon, une bonne partie, c'est non coté, donc on a un petit peu moins de transparence et c'est quand même plus, vulnérable au choc économique. Un autre point, dépendance aux capitaux externes, modèle de croissance nécessitant des émissions d'actions fréquentes et une valorisation boursière favorable. En effet, si on a besoin chaque fois d'émettre, hein, des actions, là pour l'instant on est sur des niveaux qui sont assez importants. Donc évidemment on peut diluer l'actionnaire. Par contre, si un jour la foncière corrige énormément et qu'elle émet des actions, là elle va détruire de la valeur, hein. Regardez par exemple Alexandria. Alexandria aujourd'hui, elle ne fait plus d'émission d'actions parce qu'elle sait qu'elle va autrement détruire de la valeur. Pression potentielle sur la valorisation, voilà, ça se paye quand même très cher, réduisant l'avantage par rapport au coût de la dette. Verdict d'investissement, pour moi, c'est une rate à croissance attractive, notamment pour des investisseurs tolérants à un profil de risque légèrement plus élevé que Realty Income et ADC et Netrates. Par contre, on a davantage de croissance, on a un risque, attention, quand même 3 étoiles, et le rendement est un rendement plutôt faible parce qu'on est quand même sur des plus hauts concernant le cours de bourse. Si on regarde sur FastDraft, donc déjà c'est une boîte qui est plutôt récente, mais dans l'absolu, voilà, on va quand même taper du 8%, 8% et du 5. Contrairement aujourd'hui, Rate Income c'était relativement faible, ADC était aux alentours de 4 à 5. Là on est quand même 3 points de plus, ce qui est quand même considérable. Donc évidemment que ça se paye cher. Et aujourd'hui, voilà, on est à 17 fois, c'est ce qu'on paye vraiment pour cette foncière en question. Moi pour ma part, je trouve ça un petit peu cher. On est quand même pas sur des locataires investment grade, donc je préfère être patient et attendre progressivement. Voilà, lorsqu'on va revenir sur des valorisations à 12, voire 13 fois aujourd'hui, je trouve que ça reste un point d'entrée intéressant. Pour cette foncière, je n'hésiterai pas à en prendre. EPRT, alors oui, on n'est pas à 100. Pourquoi? Parce qu'on a une IPO qui est assez récente. Voilà, hein, c'est le logiciel, c'est le site en question qui prend en compte ce paramètre. Bon. Concernant la croissance du dividende, il y a quand même la croissance à plus 3,5, ce qui est quand même relativement important. Payout ratio qui est très faible, enfin qui est très faible. 67, c'est quand même assez faible, hein, notamment pour les foncières cotées. Si on compare au secteur, on est quasiment à 73 fois. Et voilà, et là on a une croissance qui est assez importante, plus 5, plus 7, et seulement quasiment plus 2 sur, sur 2025. Après bon, là on est au quarter, hein, c'est le premier quarter, hein, donc on va attendre la fin de l'année. Après voilà, on a quelques petits mouvements de hausse, de baisse. C'est moins régulier que ADC, mais voilà, on a quand même une certaine croissance. Regardez par exemple la différence entre les AFFO et les AFFO par share. On passe de quasiment 16% à 5.
Tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a une émission d'actions en question. C'est ce que je vous ai énoncé, le fait d'émettre des titres en plus. Bon, après le reste, le portefeuille se développe, leur gestion on est bon, avec un whale de 14 ans aujourd'hui pour Equipment Share. Voilà, on n'est pas sur du Walmart, hein, Equipment Share, je ne connais pas plus que ça. 14 ans, c'est très bien, mais voilà, on est sur des locataires de moins bonne qualité, mais on a davantage de croissance. Concernant l'analyse détaillée de NetRates, je l'ai récemment ajouté au portefeuille. Alors, pourquoi? On va commencer par les forces. Qualité, des locataires. On est quand même sur des qualités avec une notation donc Invest Grade, 55 et comme on a vu sur la deuxième vidéo, voire un petit peu plus parce qu'on a quand même des locataires Investment Grade, qui ne sont pas cotés. Avec un caractère et surtout des secteurs défensifs, dollar stores, pharmacie, dépanneurs. Bon, très bon point, on aime. Potentiel de, revalorisation. Elle se négocie 11 fois à peu près la FFO. 11 fois, je crois que j'ai créé les diapos vers, mi-juin. Donc, là aujourd'hui elle a quand même un petit peu s'est bien redressée. Donc je crois que ça se paye quand même un petit peu plus cher. De toute façon on va voir ça avec, Fastgraph et Allrates. C'est bien en dessous en tout cas de ses pairs. Donc si on a un alignement avec le cap rate moyen du secteur, 6,4, on pourra augmenter progressivement. Voilà, c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, je l'ai prise dans mon portefeuille. J'estimais qu'elle était, sous-évaluée, c'est une boîte de qualité et j'attendais juste qu'on casse. De toute façon, je vous ai déjà montré ça via, mon petit récap de mon portefeuille, qu'on casse aujourd'hui l'oblique baissière et là, on est en train de reprendre, progressivement. Voilà. Rendement attractif, on est aux alentours de 5 dividende, ce qui est quand même pas mal du tout. C'est parmi les secteurs les plus enfin voilà, c'est parmi les plus élevés du secteur, hein, encore une fois et c'est une caméra de qualité, une structure financière améliorée, profil d'endettement, c'est maîtrisé, leverage, pareil, c'est maîtrisé, absence d'échéance avant 2028, rien à redire sur ce point-là. Pareil, taux d'occupation qui est très élevé. Voilà, je voyais pas plus que ça d'indicateurs négatifs. Alors oui, on a une petite capi, moi je vois ça comme un plus. Honnêtement, on est quand même sur des conjonctures assez particulières, faut rester agile. Donc moins d'1 milliard, 5 de capi, donc c'est assez petit. Évidemment qu'on a par contre une volatilité qui est plus importante si on le compare à Rent Income, par exemple, et on a accès évidemment à des capitaux qui sont plus coûteux. Parce qu'on est noté, triple B, à côté Rent Income, on a un score, on est sur du A et donc évidemment, le spread, la différence, on va pouvoir emprunter, malheureusement, on va emprunter un petit peu plus cher. Concernant la concentration des locataires, c'est une petite structure, donc le top 10, ça représente 45 des loyers. On a quand même certains acteurs, Walgreens, entre 6 à 7, Dollar, General, on est quasiment à 6. Bon, on est en dessous des 10, c'est très bien. Enfin voilà, on n'a pas non plus une dépendance, mais on a quand même une dépendance à certains acteurs. Et depuis récemment, depuis notamment les droits de douane de notre monsieur Trump, ils sont en train de changer entre guillemets, d'avoir encore une vision encore plus défensive et de prendre des boîtes un peu plus résilientes parce que, comme on est, quand même pas mal sur des locataires, entre guillemets, sur des produits type action à 2-3 €, si les droits de douane augmentent, évidemment qu'on va avoir des répercussions, sur le prix, et donc sur le preneur et donc des difficultés potentielles, pour payer le loyer, hein. Il y a également, la partie, taux d'effort à prendre en compte, vis-à-vis du locataire. On a une croissance qui est modérée, faible croissance à FFO, plus 3 et d'après les estimations en 2025, plus 2. Donc on paye ça pas très cher parce que la croissance va être plutôt faible, dans l'absolu et encore une fois, c'est dilué comme l'ensemble des foncières par des émissions d'actions pour financer, l'expansion. Donc l'évolution, de la FFO par action, c'est croissant, ça on aime. Concernant aujourd'hui le multiple à FFO, on paye ça très peu cher, le rendement 5 c'est très bien. Plus de la moitié, hein, encore une fois, pour moi, c'est plus de 70 des locataires sur une VETS Crate, c'est-à-dire de qualité supérieure. Croissance faible. Principaux locataires, on est quand même dépendant de certains locataires, donc attention. Pour moi, on est plutôt sur un pari, donc value sur cette net lease, offrant un couple, donc rendement-risque intéressant, sous condition, encore une fois, d'atteindre une masse critique, opportunité de capturer l'amélioration graduelle d'une jeune rate avec un potentiel de revalorisation. Même topo, donc NetReits, IPO, ah, c'est pas terrible parce qu'elle est quand même assez récente. Bon, à peu près un petit peu plus d'1 milliard de capi. On a un dividende qui est délivré mensuellement. Payout ratio qui est plutôt faible, 65. Croissance qui est plutôt faible, plus 1%, ça suit pas vraiment l'inflation. Concernant la FFO, c'est croissant, plus 20, plus 30, oui, mais on ne prend pas en compte l'émission d'actions. Donc on regarde par rapport au nombre d'actions de circulation et on peut se rendre compte que la croissance est plutôt faible, entre 3
et 8% sur les 5 dernières années. Donc c'est quand même assez faible, hein, dans l'ensemble. Debt to assets, attention, on arrive à la limite 40%, mais comme c'est une petite capi, obligé, hein, de s'endetter pour se développer. Et après on dépend, quand même des locataires à 8%, maximum c'était 10 et un taux d'occupation, bon, très élevé. Rien à redire sur ce point-là. Concernant la valorisation, voilà, on paye ça 13 fois, donc moi je crois que j'avais acheté aux alentours de 11 à peu près, donc je pense qu'il y a un potentiel de croissance qui est assez important. D'après Netrates, enfin pardon, d'après Fastgraph, voilà, ça se paye aux alentours de 18 fois, ça me semble quand même assez important compte tenu de la croissance, mais je pense que c'est une foncière qui peut s'échanger sur une moyenne de 15 fois à peu près. Le price FFO, au plus haut quand même on paye ça 30 fois, hein, ce qui était quand même considérable. Le price FFO, donc attention à ne pas, surpayer évidemment, une, foncière cotée. Concernant les prévisions, ben voilà, entre 2 et 3 d'après encore une fois Fastgraph, c'est plutôt cohérent, hein. Fastgraph se trompe, rarement. Voilà, bon, voilà, on peut aujourd'hui s'attendre à une croissance plutôt faible sur cette foncière en question. Si on fait une petite comparaison synthétique, éventuellement mon petit avis sur la chose en question. Realty Income, très, très gros, mastodonte, investisseur plutôt défensif qui va chercher du rendement stable et plutôt préserver son capital. Rendement entre 5 et 6, c'est pas si mal que ça. Croissance qui est plutôt faible, on a un gros mastodonte. C'est bien géré, très bonne note, qualité locative, bon, qui est moyen, je vais vous dire. Pour moi, on est même inférieur à 50. Ça se paye, pas si cher que ça, hein, mais bon, dans l'absolu, c'est cohérent compte tenu de la croissance. Et on a un taux de distribution qui est quand même plutôt important, mais normal, on est de 5%, 5-6, ce qui est normal. Donc Realty Income, c'est la partie plutôt bleue, avec une solidité financière, une bonne stabilité pour moi, un rendement qui est plutôt important et par contre, une qualité locative qui est plutôt faible, une valorisation qui est quand même qui est plutôt cohérente, je viens de vous dire, par contre une croissance qui est très faible, hein. Voilà, il ne faut pas s'attendre à du 8% par an avec Realty Income, en termes de croissance, hein, pas de cours de bourse. ADC, Algris Realty, on est plutôt pour moi sur un investisseur équilibré. Il cherche de la qualité, on cherche de la croissance au niveau du cours de bourse, il faut attendre qu'elle baisse un petit peu. On a quand même un rendement qui est pas si mal que ça, mine de rien, 4,5 parce qu'on est quand même sur des plus hauts. Heu, Qualité locative, on est pour moi sur la meilleure foncière concernant la qualité locative, juste on paye ça quand même cher, voilà. EPRT, on va être quelqu'un qui va jouer sur la croissance. Voilà, on est sur entre guillemets, une qualité locataire qui est de moins bonne qualité que ses concurrentes. Par contre, on a une sacrée croissance au cours du temps, on a un endettement qui est très bien maîtrisé et on a une visibilité sur quasiment, plus de 14 ans avec un WALT de, ouais, de plus de 10 ans. Et net rates, on est sur une capi plutôt faible. On va être quelqu'un plutôt qui va jouer, de la value, hein, très peu cher, rendement qui est plutôt important, croissance qui est plutôt, faible, hein, voire comme Renting Income. Le Renting Credit, on est sur du triple B. Donc c'est pas non plus exceptionnel, hein, mais c'est un petit peu comme les autres, on n'est pas sur du A comme Realty Income. Par contre, on est sur des qualités, de locataires, supérieures. Je viens de dire, moi, à chaque fois, c'est un petit peu le petit, Realty Income, mais avec des locataires de meilleure qualité, voilà. Et par contre, avec un score, je vais vous dire, Rating Credit qui est plus faible. Et on a un taux de distribution, voilà, 70, bon, qui est cohérent. Bon, la vidéo va toucher à sa fin. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, à me donner votre avis dans les commentaires sur quel REITs vous préférez, quel REIT est adapté à votre profil. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.